Il mesure 7 mètres en moyenne, il est devenu la star absolue des médias, l'objet de recherches menées par des équipes scientifiques dans le monde entier. Notre intestin est devenu en quelques années l'organe auquel tout le monde s'intéresse. Et consécration suprême, on le compare même à un cerveau. Le dossier de l'émission s'intéresse donc cet après-midi à ce que nous avons dans le ventre pour comprendre notre système digestif, ses dysfonctionnements et comment prévenir au mieux les maladies. Je reçois dans un instant le docteur Philippe Godberge, spécialiste de l'appareil digestif. L'émission étant enregistrée, nous ne pourrons pas recevoir vos messages comme d'habitude. Axel Villard, bonjour. Et bonjour. À la une de la science aujourd'hui, les menaces qui pèsent sur les chauves-souris. Francilienne. Et en particulier la faim qui pèse sur les estomacs. Les insectes se font de plus en plus rares et quand on est une chauve-souris, c'est un problème. On en discute avec le naturaliste Grégoire Loïs. Et puis bonjour. L'intestin à la cote ces dernières années et votre discipline, la gastro-entérologie, est du coup devenue très populaire. Le monde a découvert finalement qu'il avait un ventre ? Il le savait. Mais les avancées récentes de la science ont fait que certains phénomènes qui nous restaient relativement lointains ou obscurs sont reçus des explications. On est vraiment aux prémices. Qu'est-ce qu'on a vu qu'on ne connaissait pas alors jusqu'alors ? Par exemple, les deux techniques qui ont permis d'avancer, ça a été l'endoscopie qui en quelques années a permis des introspections sans ouverture et de façon large avec des tas de manœuvres instrumentales permettant de faire des actes et de la thérapeutique sans avoir à ouvrir le ventre. Donc il y a eu une bonne connaissance de ce côté-là. Et la deuxième chose, ça a été la connaissance du microbiote intestinal, ce que l'on appelle assez couramment la flore intestinale. Et autrefois, on avait une vision très imprécise, très globale. L'exemple que je prends souvent, c'est la lunette astronomique. C'est-à-dire, avant, on voyait des taches dans le ciel et on s'est aperçu avec une lunette astronomique qu'il s'agissait de galaxies et de milliers d'étoiles. On a eu un peu le même phénomène au niveau du tube digestif, où la possibilité d'étudier les gènes des bactéries ont permis de faire une cartographie et d'ouvrir des champs pour la thérapeutique pour l'avenir. On est encore aux prémices. Allez, on se retrouve dans un instant. On va faire plein de choses ensemble. On va suivre le parcours d'une frite dans notre ventre. On va explorer le côlon, parler de prévention avec les messages des auditeurs. La tête au carré. Il y a dans l'intestin d'un seul humain des milliers et des milliers de fois plus d'organismes vivants qu'il n'y a d'hommes sur la Terre. Des milliards de microbes luttent pour leur survie. Certains d'entre eux sont bénéfiques, mais beaucoup d'autres néfastes. Quand les bénéfiques ont le dessus, et c'est presque toujours le cas, tout va bien. Et il est bien normal qu'ils aient le dessus, parce qu'ainsi, ils conservent en bonne santé celui qui les fait vivre. Voilà un petit souvenir de la série Il était une fois la vie pour parler de notre ventre. Qu'est-ce que tu as dans le ventre ? C'est justement le titre de ce livre qui paraît aux éditions Hachette et qui propose une exploration de notre système digestif. Docteur Philippe Godberge, vous en êtes l'auteur avec la journaliste Caroline Balma-Chaminadour. On peut citer également les illustrations de Mélodie Den-Truc. Vous êtes gastro-entérologue, coloproctologue et vous avez été chef de clinique des hôpitaux de Paris. Vous êtes expert auprès de la Haute Autorité de Santé et vous allez répondre aux questions des auditeurs qui vont arriver sur le site franceinter.fr. Ballonnement, constipation, digestion difficile, reflux, hémorroïdes, incontinence. Le système digestif offre toute une gamme de manifestations plus ou moins graves. Vous citez un des premiers chiffres dans le livre. Dans les pays occidentaux, le nombre de personnes qui souffrent de constipation chronique est estimé entre 3 et 5% de la population adulte. Oui, c'est un symptôme qui est très fréquent. Après, tout dépend de ce que les gens croient être un transit normal pour définir une constipation. Et par exemple, dans les pays du Nord, une évacuation tous les 2 jours va être considérée comme normale. C'est peut-être lié possiblement à leur mode de vie, leur régime. Alors que dans des pays, par exemple sur le continent africain, un transit quotidien, voire pluricotidien, est plus courant. D'ailleurs, mes patients, quand ils viennent d'Afrique, ils disent dès que j'arrive en Europe, je me constipe, entre guillemets. Il y a probablement des facteurs notamment diététiques, qui interviennent. Mais les pathologies digestives sont effectivement très fréquentes et en plus de ça, elles sont très larges. On a parfois la question, mais d'entourage qui trouve qu'on a choisi une drôle de spécialité en choisissant la gastro-entérologie. Oui, et pourtant, c'est vrai, oui, c'est une question qu'on a souvent, mais c'est la spécialité médicale qui, en termes de nombre de pathologies à traiter, a l'éventail le plus large. Donc on peut faire de tout, de la maladie infectieuse, du trouble fonctionnel, du cancer, de la psychiatrie, donc c'est très varié. Vous faites de la psychiatrie aussi ? Indirectement, compte tenu du retentissement du psychisme sur le tube digestif, puisque la phrase initiale c'est « Bonjour, comment vas-tu ?» Au XVIIe siècle, la phrase complète est « Bonjour, comment vas-tu ?» à la selle. Donc ça montre bien que dès le départ, nos ancêtres pensaient bien que si le tube digestif fonctionne bien, c'est que la tête marche bien. Donc
de temps en temps, les tensions ou les soucis modernes peuvent retentir sur le tube digestif. Mais ce lien clairement établi justement entre le cerveau et notre ventre, il est plutôt récent quand même. Oui, c'est-à-dire que autrefois on pouvait avoir cette sensation puisque on n'est pas les premiers à l'avoir découvert, mais quiconque a un jour passé un examen, même à la communale, sait très bien qu'on peut avoir le ventre qui se tord et donc prendre un coup dans le ventre, avoir la peur au ventre. Enfin, tout ça, ces expressions qui sont anciennes traduisent bien cette perception. Simplement maintenant, ce qui est nouveau, c'est que cette fonction directement. Un cerveau, c'est quoi finalement? C'est quelque chose qui va pouvoir recevoir des informations, les traiter et les transmettre en donnant des ordres et des indications. Ça, c'est le ventre aussi, finalement. Et bien finalement, exactement. Cette définition est complètement applicable au ventre, tout à fait. Et donc c'est pour ça qu'on parle d'un deuxième cerveau, avec quelque part le retour de bâton qui fait qu'étant méprisé pendant des années par l'organe noble qui était le cerveau, le fait de considérer que le tube digestif est lui aussi un cerveau, ça lui permet d'acquérir quelque part un peu des lettres de noblesse. Oui, sauf qu'on fait vraiment le lien aussi entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a une circulation aussi qui s'établit entre le haut et le centre. Il y a des informations qui sont échangées en permanence. Le cerveau a la capacité de modifier le fonctionnement, mais pas que le fonctionnement, également le contenu intestinal. Quand on le voit, on est parfois un tout petit peu étonné, mais c'est vrai qu'il y a des expériences animales, je reconnais, mais on constate que des modifications de stress ou le fait de stresser des animaux va modifier leur flore intestinale. Donc il y a bien une interrelation avec le tube digestif, mais également il y a des informations qui remontent et qui peuvent atteindre le cerveau. C'est d'ailleurs un champ pathologique qui s'ouvre, puisque un certain nombre de maladies qui actuellement, comme par exemple des maladies neurologiques, la maladie de Parkinson, ne reçoivent pas, ou la maladie d'Alzheimer, ne reçoivent pas d'explication traditionnelle complètement cohérente, permettent de considérer que le tube digestif, par certains aspects, va être une piste thérapeutique à l'avenir. Mais c'est très préliminaire. On en est loin pour l'instant, mais les pistes et les recherches sont en cours. En tout cas, c'est un champ qui s'ouvre. Et tout à l'heure, vous faisiez la question en disant, mais est-ce qu'on l'a découvert maintenant? Non, c'est vrai, mais cette importance est un champ d'investigation au point que c'est pas non seulement un deuxième cerveau, c'est aussi une fonction bien particulière qui permet de considérer qu'on est devant un organe qui est complètement différent, plus intégré, voire même un nouvel organe par son contenu. Absolument. Donc il y a vraiment un avenir qui s'ouvre, mais en termes de pathologie, ce ne sera pas directement pour nous, ce sera peut-être plutôt pour nos descendants. Mais on cherche tous azimuts quand même en ce moment. Oui, la recherche est extrêmement active dans ce domaine, en partie parce que les domaines où on s'y intéresse, par la chimie traditionnelle, a atteint un peu ses limites. Donc en cherchant une porte de sortie, là c'est plus le Brexit, mais effectivement il y a une barrière qui a sauté, et là il y a beaucoup de recherches dans ce domaine. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie un jour de faire de la gastroentérologie, de la coloproctologie alors? Comment on s'y met Alors comment on se met à la gastroentérologie? Ce sont les rencontres, très souvent. On peut faire différentes spécialités médicales, mais on rencontre des gens qui vous montrent que c'est varié, que c'est intéressant, on vous pose des questions. Après, dans la proctologie, ce qui est donc les maladies du rectum et de l'anus, c'est un tout petit peu différent. Je raconte souvent cette histoire à mes étudiants quand ils me demandent pourquoi j'ai choisi ça et que j'essaie de les pousser à choisir. Je leur demande toujours ce qui est plus intelligent, si c'est leur main ou leur derrière. Et donc, en les poussant à la faute, ils répondent, non, c'est plutôt mes mains par rapport à l'anus. Je dis, très bien, dans tes mains, on va mettre de l'air, du dur et de l'eau, tu vas écarter les doigts et ne laisser passer que l'air. Avec tes mains, tu ne peux pas. Avec ton anus, tu peux ne laisser passer que l'air. C'est donc que ton anus est plus intelligent. Ça témoigne, voilà. Vous arrivez à les convaincre comme ça? Eh ben, on les convainc en leur montrant la grande variété de la pathologie et d'un champ extraordinaire au quotidien. D'accord. Bon, on retient l'histoire en tout cas. Chloé demande sur Facebook pourquoi les émotions fortes peuvent provoquer parfois des diarrhées. Alors voilà, ce lien aussi entre le psychisme et puis les manifestations concrètes. Il y a des récepteurs sur le tube digestif qui sont des récepteurs à l'acétylcholine, c'est-à-dire des récepteurs qui vont être stimulés par le stress. On l'a montré historiquement parce que on a imprégné des intestins de lapin avec de l'herbe de la nicotine, et on s'est aperçu qu'il s'agitait et donc qu'il y avait bien des récepteurs. Ces récepteurs sont aussi des récepteurs adrénaline. On va dire à Chloé de la même façon que si elle a un stress, tout d'un coup, elle a le cœur qui tape. Elle est en voiture, elle est obligée de freiner brutalement, son cœur s'accélère. Ça fera pas freiner la voiture, mais elle va considérer que c'est normal que son cœur s'accélère. Et bien exactement de la même façon, l'information de stress va agir sur le tube digestif et sa musculature, et l'effet de la contraction du côlon, c'est de la diarrhée. Philippe Godberge, vous dites dans votre livre que vous avez fait patient deuxième langue dans le cadre de votre pratique. Ça, c'est l'importance de la bonne information aujourd'hui, à l'heure aussi où circule tout un tas de choses autour de l'intestin. Ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, ça a été bien sûr la rencontre avec Madame Balma Chaminadour, parce elle cherchait des réponses,
Et moi, je savais où on pouvait trouver les réponses qui n'étaient pas toujours adéquates. Et de ce fait, la qualité de la relation médicale est aussi basée sur une bonne qualité de l'information. Et compte tenu de l'extrême variété de ce qu'on peut retrouver, y compris soit sous forme sectaire, sous forme, disons, commerciale, des informations qui sont très loin de la vérité, je pense qu'on peut dire des choses très compliquées avec des mots simples pour que les gens puissent le comprendre. Au point que parfois je dis non seulement avoir fait Patient en deuxième langue, mais que c'est un livre qui permet presque, pas complètement heureusement pour nous, de se passer du médecin. Voilà, donc un livre, un guide, ludique et pratique, puisque c'est vraiment l'objectif, avec aussi beaucoup d'illustrations. Plein de questions, très différentes dans pas mal de domaines. Angélique nous dit, que sont les divercules à 43 ans? Elles me font souffrir régulièrement. Est-ce le surmenage, l'alimentation, l'hérédité? Peuvent-ils être des facteurs? Alors, c'est quoi, oui, les divercules? Les diverticules, donc réponse dans le livre. Diverticules, pardon. Diverticules. En fait, le diverticule sur le tube digestif est une hernie. Si quiconque a changé un jour un pneu de vélo se retrouve de temps en temps avec une petite hernie, c'est une petite bulle, c'est du vide finalement le diverticule. Et le diverticule est quelque chose qui apparaît de façon dans les populations occidentales très fréquemment, au point que chez une personne de grand âge, on a à peu près la moitié de la population qui en a. À 43 ans, c'est un peu plus original, ça représente peut-être que 10 ou 15%, mais c'est pas impossible et ça n'est responsable de rien. Soyons très clairs. Ça n'a qu'une seule complication, c'est que de temps en temps, ça s'infecte et ça fait ce que l'on appelle une diverticulite, une infection. Mais les douleurs chroniques sont des douleurs qui sont liées à une colopathie fonctionnelle, c'est-à-dire à un fonctionnement disharmonieux, pas confortable du tube digestif. Et le problème, c'est que lorsqu'on fait des examens, on trouve des anomalies, mais sans que ces anomalies, ou ces variantes de la normale, on va presque dire, n'aient de lien avec la maladie. Et si d'un coup de baguette magique, on lui enlève ses diverticules, elle aura toujours ses douleurs abdominales. Philippe Godberge, vous êtes notre invité cet après-midi. Qu'est-ce que tu as dans le ventre? Ce livre est publié aux éditions Hachette. Thierry Dupin qui signe la programmation musicale de Notre Tête au Carré. Qu'est-ce que tu as dans le ventre? Philippe Godberge, vous signez cet ouvrage chez Hachette avec notre intestin donc, qui nous intéresse, notre ventre en général. 7 à 8 mètres pour ce tube qu'est l'intestin, un long boyau donc, qui appartient au tube digestif. C'est une machinerie très complexe, on en a compris quasiment tous les rouages aujourd'hui ou pas? On en découvre tous les jours, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont déjà bien compris. Plus on descend dans la complexité, plus on en découvre, plus c'est vrai que le nombre de questions augmente. Mais pour, disons, le néophyte, on a déjà des explications du quotidien qui sont extrêmement importantes. Après, il y a des données chiffrées qu'on réalise pas toujours. Dans les 7 à 8 mètres d'intestin, on couvre à peu près, si on le repliait complètement, voilà, ça fait notre tube digestif. Puis quand on le déplie complètement en surface, ça fait 2 terrains de tennis. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est la surface la plus importante. C'est-à-dire qu'on arrive à plusieurs centaines de mètres carrés quand vous pensez que nos poumons en font 70 et la peau environ 1,5 mètre. Donc c'est une surface de contact très importante. Avec une paroi très particulière aussi? Alors ça dépend du segment, mais la paroi là est très particulière parce que elle est à la fois fermée, puisque c'est une frontière entre nos aliments qui constituent l'extérieur du monde, et notre milieu intérieur, là où il y a tous nos organes et le sang. Donc c'est une frontière, mais c'est une frontière qui fait filtre. Il y a plein de petits passages, donc un peu poreuse quand même, et donc qui est un peu poreuse, tout à fait. Sur son ensemble? La partie poreuse la plus importante, c'est au niveau de l'intestin grêle, là où se fait l'absorption, c'est-à-dire le passage des aliments depuis l'intestin jusqu'à l'intérieur du corps, et au niveau du côlon, du gros intestin. Entre l'arrivée d'un aliment dans la bouche et sa sortie par l'anus, combien de temps s'écoule? Alors c'est très variable selon les individus, mais en moyenne, la moyenne est de l'ordre de 48 heures. Chez certains, dont le transit est très accéléré, ça peut prendre une douzaine d'heures. Quand d'autres, ça prend à peu près 7 heures. Qu'est-ce qui explique cette différence? La motricité, le stress, des maladies, et puis un fonctionnement. La grosse moyenne, c'est quand même 2 jours. Ce qui fait que très souvent, en clinique, on a l'habitude d'informer le patient auquel on va donner ponctuellement un laxatif, et dont la crainte, c'est de dire mais je vais pas prendre mon laxatif le matin parce que je vais être embêté au boulot. On va dire non, ce que vous évacuez est la moyenne de ce que vous avez mangé dans les 3-4 jours précédents, majoritairement dans les 48 heures précédentes. Alors vous proposez par exemple, pour bien comprendre tout ça, de suivre le voyage d'une frite dans notre ventre justement, symbole de quoi? De l'alimentation rapide d'abord évidemment. Voilà, c'est-à-dire que la frite, on en mange dans beaucoup de pays différents, c'est un aliment finalement assez simple, parce qu'il y a
du gras, qui est l'huile, et un sucre lent, qui est de la fécule de pomme de terre. Donc c'était assez simple pour comprendre, et ça permet de voir à ce moment-là, d'une part, les mécanismes de digestion, et en même temps, en termes diététiques, les problèmes que ça peut poser, parce que c'est sûr que se nourrir exclusivement de frites, en termes diététiques, c'est un peu dramatique. Donc on a tous les mécanismes digestifs à portée de main. Voilà. Et on peut partir de la bouche. De la bouche avec la mastication, ce qui est toujours une façon en termes diététiques de rappeler l'importance de la mastication. Regardez les gens qui n'ont pas la possibilité de mâcher comme ils sont malheureux, et les gens qui ont cette possibilité-là et qui gobent à toute vitesse. Donc il faut faire le travail avant. Qu'est-ce qui se passe justement pendant ce processus absolument essentiel de mastication qu'on est tous d'ailleurs en train d'oublier et qu'on néglige? Il y a deux choses. Il y a l'imprégnation avec la salive, ce qui représente quand même 1 litre ou 2 litres quotidiennement de salive. Donc c'est des gros volumes pour lubrifier et lui permettre de continuer le tube digestif et de commencer la digestion des aliments, et surtout la fragmentation mécanique. Quand on avale un aliment comme une frite et qu'on la gobe plutôt qu'on ne la mange, le boulot de brassage, c'est le tube digestif, et notamment l'estomac qui va le faire, mais il le fait plus lentement, et donc la frite reste sur l'estomac. Alors quelles sont les différentes étapes? On va peut-être pas toutes les décrire, mais en tout cas c'est amusant de suivre le voyage de cette frite pour quand même découvrir et passer par certains endroits assez insolites. L'idée, c'est de passer d'un aliment physique visible de grande taille à des toutes petites molécules. Ça, c'est ce qui est la digestion, c'est-à-dire la fragmentation en petits éléments qui vont pouvoir passer à travers la paroi poreuse dont on a parlé. Ça, c'est la digestion qui commence mécaniquement au niveau des dents, chimiquement au niveau de l'estomac, puis ça arrive dans le début de l'intestin où les sécrétions de ce qu'on appelle les glandes annexes, elles sont annexes mais sont très importantes, qui sont le foie et le pancréas, vont produire ces petits enzymes qui vont permettre de finir cette dégradation. Puis une fois qu'on a ces petites molécules, c'est la phase d'absorption, elles vont traverser sur les 4 mètres d'intestin grêle, elles vont traverser la paroi et être après passées dans la circulation et finir tout ce qui va rester, toutes les sécrétions digestives vont arriver dans le côlon, dont le boulot principal, c'est de récupérer les 6 litres de liquide qui vont arriver pour ne faire plus que 0,3 litres, c'est-à-dire 300 ml. Vous voyez, donc là, on absorbe 20 fois les quantités pour faire les 300 mg, 300 ml de sel qui vont se stocker transitoirement dans le côlon, puis dans le rectum et finir par être évacué par l'anus. Le volume de l'estomac, par exemple, c'est impressionnant quand même. On a une élasticité de tout ça qui est absolument fascinant. On passe de à peu près un petit demi-litre à jeun avec des liquides, après de 4 litres, c'est-à-dire ça fait quand même 2 grandes bouteilles d'eau d'évian quand il est complètement plein. Oui, c'est une grande élasticité. Comment justement l'estomac gère l'acidité aussi qu'on peut lui envoyer par ailleurs? Parce que là aussi, il y a tout un tas de défenses qui sont là pour contrer les effets. Alors, il a une fonction particulière qui est sa capacité à concentrer de l'acide. Et l'acide qu'il produit est considérablement plus acide que la plupart des aliments. On voit des patients qui se plaignent de cette acidité, qui disent « Mais non, je mange pas tel aliment, du citron, ou tel produit, ou telle orange, ou du vinaigre, parce que je considère que c'est trop acide. » En fait, cette acidité, elle est à peu près de 10 à 1000 fois inférieure à l'acidité naturelle de notre tube digestif. C'est de l'acide chlorhydrique, c'est ça? Tout à fait. C'est de l'acide chlorhydrique qui est produit, qui est concentré, c'est-à-dire que le chlore est pris dans notre circulation, et des pompes à protons, donc des pompes à chlore, acide chlorhydrique, sont capables de le concentrer dans le tube digestif. Mais pour éviter qu'il s'autodigère, il y a une pellicule, il y a un système qui évite le contact direct, ce qu'on appelle du mucus, entre l'acide chlorhydrique qui est dans l'estomac et la paroi qui s'interpose. Voilà, ce qui nous permet de ne pas subir évidemment les effets de cette acidité extrême. Jacques nous dit quel est le rôle du système nerveux abdominal sur le système nerveux central? Alors le lien qu'on a fait un petit peu tout à l'heure déjà. Il envoie un certain nombre d'informations. L'exemple, alors on ne peut pas parler de tout, mais l'exemple le plus typique, c'est l'appétit. Votre appétit vous signale que vous devez manger et va vous pousser à prendre certains aliments en fonction de différents critères. Par exemple, l'être humain a une certaine appétence pour le sucre, qui est une appétence qui est très ancienne. Et donc, après, il va recevoir des informations du tube digestif en disant, voilà, tu m'as fait ingurgiter, tu m'as donné à digérer, tant de calories, tant de sucre, tant de graisse, et il faut que tu t'arrêtes ou que tu continues. Et par exemple, cette sensation de satiété va mettre une 20aine de minutes à s'installer. Donc si vous mangez vos 1000 calories en les gobant sans les mâcher en 10 minutes, au bout de 10 minutes, vous avez toujours faim, et donc vous continuez à manger et vous absorbez 1500 calories. Alors que si vous prenez votre temps en mastiquant bien, vous avez mangé vos 1000 calories en 20 minutes, et là, l'information, parce que finalement notre cerveau est un peu lent à réagir, l'information va arriver et il va dire, voilà, j'arrête de manger. C'est un des mécanismes qui permet de réguler l'appétit. C'est pas le seul, mais c'en est un. Donc on arrive à la satiété en étant un peu patient, en fait. Voilà.
en étant patient, en mastiquant, parce que l'appétit est un système complexe et qui est une interaction entre le tube digestif et le cerveau. Mais dans le cerveau, il y a d'autres éléments qui interviennent, comme évidemment les circuits plaisir. Par exemple, beaucoup de patients vont nous dire « je fais du sport et je ne maigris pas ». Oui. Alors qu'ils pourraient s'y attendre. Mais ils ne maigrissent pas tout simplement parce que l'appréciation de la perte calorique par l'effort est mal faite et ils se disent « je me suis cassé les pieds à faire une demi-heure de sport, donc je peux manger ». Et ce qu'il va manger, ça va être du sucré et du gras en quantité plus que ce qu'il a perdu. Alors la satiété, tiens, un extrait d'un documentaire dont on avait déjà parlé dans l'émission qui était diffusée sur Arte en 2016 consacré aux jeunes. Est-ce une nouvelle thérapie ? On écoute cet extrait puis vous le commentez juste après, Philippe Godberge. Des travaux scientifiques ont montré qu'un adulte d'1,70 m, pesant 70 kg, possède environ 15 kg de réserve de graisse. De quoi tenir, s'il est en bonne santé, une quarantaine de jours. Du point de vue de l'évolution, il est probable que la survie s'accompagnait de périodes de jeûne. La situation que nous avons aujourd'hui, repas réguliers, frigo rempli, n'est historiquement pas normale. Ainsi, il n'est pas étonnant que le corps rencontre des difficultés lorsqu'il ne jeûne pas, quand il mange sans cesse. Notre patrimoine génétique semble être moins adapté à cette situation qu'au jeûne. Ainsi, notre organisme serait mieux équipé pour supporter la carence de nourriture que l'excès. Ce documentaire, Le jeûne, une nouvelle thérapie, Thierry de L'Estrade et Sylvie Guillemin. On entendait Andreas Mikkelsen, qui est chef de service à l'hôpital de la Charité à Berlin. Philippe Godberge, donc les vertus du jeûne, est-ce qu'il vaut mieux être en carence qu'en excès ou pas ? Alors on peut être en excès et être en carence. Les obèses sont souvent carencés en vitamines parce que leur choix alimentaires les ont emmenés vers des mauvais choix. Et il faut quand même pas oublier que nos ancêtres ont cherché pendant très longtemps à compenser ce jeûne. Et que ça ne devait pas être si formidable que ça, parce que lorsqu'on se présente sur leur squelette, sur leurs dents, elles sont abîmées, des hommes de nos âges ou des quinquagénaires n'avaient plus de dents, étaient en mauvais état, qu'ils avaient une espérance de vie qui était quand même considérablement plus courte que la nôtre, en ayant le même patrimoine génétique. C'est quand même ça qu'il faut pas oublier. C'est-à-dire que l'homme du Paléolithique, je ne sais pas s'il faisait référence spécifiquement à celui-là, l'homme du Paléolithique était un vieillard à 20, 25 ans. Donc, il est certain que, au point de vue diététique, l'obésité et les troubles alimentaires sont des troubles de la transition, c'est-à-dire le passage d'une quantité d'aliments faibles, rares ou peu disponibles à une quantité large. C'est pour ça que les populations en transition, que ce soit en Inde, en Amérique du Sud, se retrouvent beaucoup avec de l'obésité qui est liée à une difficulté de gestion de ça. Mais en même temps, le fait d'avoir un frigidaire plein permet aussi des choix alimentaires. Ce qui est pathologique dans l'histoire, c'est la régulation de l'appétit. Et c'est sûr que vous n'avez pas ce problème-là quand vous êtes en situation de jeûne. Mettre le jeûne comme une stratégie thérapeutique chez des gens qui ne sont pas carencés a un niveau de preuve scientifique qui reste quand même assez faible. Donc vous voyez que je suis un peu en retrait par rapport à ce reportage. Je sens bien votre réserve, effectivement. Sauf qu'il y a aussi des études qui sont assez intéressantes sur la souris, par exemple. On voit qu'une souris soumise à une restriction calorique vit plus longtemps qu'une souris à laquelle on donne 2 fois plus de nourriture. Tout dépend, effectivement, de son patrimoine génétique, de comment elle est. Alors, c'est vrai que après, il y a des adaptations. On a comparé, vous allez dire que je suis monomaniaque, mais non, mais le microbiote d'enfants africains un peu en situation de difficulté alimentaire, et leur microbiote permettait, à partir des fibres alimentaires, d'extraire du glucose, même jusque dans leur gros intestin. Alors que le petit enfant européen n'avait pas besoin de le faire à cause de la grande disponibilité alimentaire. Donc, des souris obèses vont vivre moins longtemps que des souris, disons, plus minces en jeûne. Je me fais pas du tout le chantre de la nourriture facile ou excessive. Et l'une des façons de maigrir, dans les conseils que l'on donne, c'est par exemple de ne pas manger en permanence. Parce que là où je rejoins ce qui a été dit précédemment là par mon confrère de la Charité de Berlin, c'est que le fait de manger un peu en permanence laisse une activité digestive et hormonale
permanente, avec probablement des circuits qui sont obésogènes. Et donc, lorsque l'on veut maigrir, l'une des premières choses, c'est non seulement de réduire les apports caloriques, mais aussi de les réduire dans le temps. Ouais. Et donc là, vous conseillez quoi? 3 repas par jour, simplement? Voilà, 3 repas par jour, ou en tout cas 1 ou 2. Enfin, il faut des repas qui, en termes de quantité, puissent permettre d'apporter les entre 1000 et 1500 calories selon votre morphotype en 2 ou 3 sessions. Mais le corps, on a montré aussi que des gens qui faisaient des jeûnes ou qui ne mangeaient qu'une fois par jour avaient l'information de « je vais avoir faim dans la journée » et avaient des sécrétions hormonales qui lui permettaient de faire des stocks. Donc à apport calorique identique, le stockage de la masse grasse était supérieur chez les gens qui avaient une alimentation un peu, disons, anarchique. Bon, donc le régime écureuil à grignoter toute la journée, non. Ah non, définitivement non, sans compter que ce qu'on grignote, justement, sont des noisettes avec du chocolat, donc c'est pas terrible. Allez, Philippe Godberge, vous êtes l'invité de La Tête au Carré, on vous retrouve dans un instant avec d'autres questions. Mathieu Vidard. Qu'est-ce que tu as dans le ventre, Philippe Godberge? Vous signez cet ouvrage chez Hachette. Il y a beaucoup de questions d'auditeurs. Il y a Léonie qui nous dit ceci: le soir, mon ventre est gonflé, le matin, il redevient plat. À quoi est-ce dû, docteur Godberge? Alors, il faut se méfier des consultations sur les ondes, ouais. Mais grosso modo, la majorité des ballonnements sont liés à une colopathie fonctionnelle, c'est-à-dire un fonctionnement qui n'est pas harmonieux, et on peut ressentir un ballonnement sans que le volume augmente, mais la paroi abdominale peut être projetée en avant parce qu'il y a des mauvaises régulations de la neurologie viscérale qui fait que le diaphragme s'aplatit. Il y a une petite augmentation du contenu de l'intestin à cause des fermentations, mais aussi il y a une perception qui fait que le soir on est plus stressé et que le matin théoriquement on est plus détendu. Oui. Caroline demande quel est le lien entre l'intestin et le système immunitaire. Alors, parce que vous en parlez beaucoup dans le livre aussi. Oui, alors on pourrait aussi changer la question. C'est plus facile de répondre aux questions quand on les change, mais c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ce système immunitaire, parce que 80% du système immunitaire de notre organisme est situé à cette frontière immense dont on a parlé, qui est le tube digestif. Et donc, ces relations fait que il va pouvoir tolérer progressivement un certain nombre d'aliments et que le contact, faisons simple, avec des allergènes dans l'enfance, fait que on va avoir développé moins d'eczéma, moins d'allergies. On a montré par exemple que chez les enfants amish qui avaient une alimentation relativement brute, très variée en féculents et surtout en différentes céréales, eh bien, à l'âge adulte, ils avaient moins d'allergies digestives ou même simplement respiratoires. Donc, les relations entre l'immunité et le tube digestif sont effectivement très importantes. Mais il ne faut pas l'abîmer. Et ce qui l'abîme, bien évidemment, c'est... Les auditeurs vont s'en douter, c'est l'alcool, le tabac, mais aussi les diarrhées du voyageur, et peut-être même d'ailleurs un usage intempestif et exclusif des antibiotiques. La constipation du voyageur, ça aussi, alors c'est dû à quoi? C'est un simple effet psychologique ou pas? Souvent oui, c'est parce que les gens ne sont jamais aussi bien quand ils sont sur leur toilette, donc à ce moment-là, les gens vous disent je ne suis pas constipé, sauf quand je vais chez ma belle-mère ou mon beau-père. Ça c'est possible, c'est le voyage. Mais c'est... Et difficile d'emmener ses toilettes avec soi en voyage. Thibaut nous dit sur Facebook, je suis infirmier en soins de suite et réadaptation SSR. J'ai des patients qui ne mangent rien avec comme apport seulement une perfusion, mais qui ont toujours des selles. Comment est-ce possible ? Parce qu'une selle, c'est d'abord constitué avant tout d'eau, donc il y a des sécrétions digestives, toutes les sécrétions dont on a parlé, qui sont du foie, du pancréas, ou les sécrétions de notre intestin, arrivent. Et dans les 6 litres qui vont se déverser dans le côlon chez quelqu'un en situation normale, eh bien, beaucoup sont des sécrétions d'origine digestive. Quand, en plus de ça, les cellules de notre côlon meurent, et elles sont renouvelées en permanence, eh bien, entre les débris cellulaires, les sécrétions digestives, plus tous les cadavres des bactéries qui ont travaillé un tout petit peu même à vide et qui en sont mortes, eh bien, on finit par avoir encore un transit qui est quand même pas celui de quelqu'un de normal, quand même. Et le problème des hémorroïdes, demande de Jawad, là aussi sur Facebook. Alors, la pathologie hémorroïdaire est une pathologie extraordinairement fréquente, puisqu'on estime qu'à la cinquantaine, à peu près un Français sur 2 aura eu au moins une fois dans sa vie. Je dirais que la pathologie hémorroïdaire, si on ne fait rien, les gens ne risquent rien. Le principal risque de la maladie hémorroïdaire, c'est l'erreur diagnostique, c'est-à-dire de rapporter aux hémorroïdes ce qui est dû à autre chose. C'est pour ça que, avant de faire le diagnostic et utiliser des traitements de grand-mère, il faut à un moment ou un autre prendre un avis. Et que c'est vrai que... Donc on passe par la coloscopie concrètement? Non, pas du tout, pas forcément. Ça dépend beaucoup de l'âge, des symptômes. Il n'y a pas forcément besoin d'un examen, mais il faut qu'il y ait une analyse médicale et qu'il y ait un examen physique. Et donc, les médecins sont comme les patients, ils n'ont pas envie de se précipiter sur le derrière de leurs contemporains. Moyennant quoi, un certain nombre vont faire des diagnostics sans examen physique. Ça, c'est pas très bien. Et il faut quand même se dire, pour aussi, conceptuellement, on se dit, ça doit pas être très confortable.
Voilà, c'est un examen qui est vraiment très anodin. Tout le monde a un derrière, et donc c'est Et il y a quelque des chose de bien spécialistes pour ça tombe bien. Voilà. Colette nous dit, mon intestin était dévasté par un traitement anti-hormonal, bien que ce traitement ait été stoppé très vite, mes difficultés subsistent et ne s'améliorent pas. Comment se fait-il ? Alors, quand il y a un stress au niveau du tube digestif, que ce soit un stress lié à des antibiotiques, que ce soit une diarrhée du voyageur, ou que ce soit une diarrhée liée à des médicaments, et effectivement, les traitements anti-hormonaux sont parfois un peu délétères, modifient profondément la flore intestinale, et on a ce qu'on appelle des troubles fonctionnels post-antibiotiques ou post-diarrhéiques qui peuvent persister dans près d'un cas sur 5 plus de 2 ans après, voire parfois de façon définitive. Donc c'est pas exceptionnel, et on retrouve très souvent des patients qui vous disent mais j'étais bien, et puis un beau jour j'ai eu une infection grave, j'ai pris 2 fois 15 jours d'antibiotiques, et depuis j'ai des troubles digestifs. Donc c'est pas que dans leur tête, c'est aussi dans leur tube digestif. C'est pas forcément facile à contrer, mais cette flore intestinale et ce fonctionnement intestinal en général expriment une capacité qui est la résilience, c'est-à-dire qu'ils ont une stabilité, même si elle est anormale, donc qui est toujours très difficile à décrocher. Lorsqu'on s'en écarte un tout petit peu, les tendances naturelles, c'est d'y revenir. Et donc, il faut prendre son temps. Il ne faut pas croire qu'en prenant un traitement d'une quinzaine de jours, tout va rentrer dans l'ordre. C'est vraiment un investissement. Comme je dis souvent à mes patients, c'est pas vous, Monsieur Dupont, c'est pas moi qui peux soigner Monsieur Dupont, c'est Monsieur Dupont et moi. Il faut être deux, et il faut qu'ils participent. Et les antibiotiques sur la perturbation du microbiote, demande Ludovic. Il a tout à fait raison, et il ne faut donc les utiliser que lorsque c'est absolument nécessaire. Ça peut être délétère sur l'immunité et sur le fonctionnement intestinal à moyen et à long terme. Ouais. Et le gluten alors, un dernier mot sur le gluten, parce que vous en parlez dans cet ouvrage. Alors, il vous reste 30 secondes pour nous dire à peu près en gros ce que vous en pensez sur cette intolérance à la mode. Il y a une maladie vraie qui est la maladie cœliaque. Et puis après, on cherche des explications en retrouvant, mais qui que ce soit, s'il diminue le pain ou la part des farines dans son alimentation, fermentera moins et se sentira mieux. Mais quand je mange un petit salé avec un vin pétillant, je ne suis pas intolérant, mais je suis moins bien après qu'avant. Donc, Philippe Godbert, ça s'appelle Qu'est-ce que tu as dans le ventre, préface de Michel Simès, c'est aux éditions Hachette avec Caroline Balma-Chaminadour. Vous restez avec nous puisqu'on accueille le docteur Dupagne. France Inter, santé polémique.